J'ai pas d'autre explication. Alors, l'envie de monter sur scène, ça m'est venu parce que pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien les gens dans la vraie vie, tout ça. Et après, je viens de l'improvisation théâtrale, en fait, parce que j'ai fait de l'improvisation théâtrale tôt, à 15 ans, parce qu'il y avait un championnat intercollège, moi, dans le 78. Et j'ai été sélectionné dans l'équipe des juniors de Trappes, qui était l'équipe championne de France à l'époque. Et après, en fait, j'ai fait une chronique qui s'appelait Bonjour Tristesse, mais qui était en plan séquence. Et du coup, assez vite, les producteurs de théâtre qui m'ont contacté parce que ce que je faisais devant une caméra, je pouvais le faire sur scène. Et c'était une envie, un challenge que je voulais vivre dans ma vie. Je voulais faire un spectacle qui à la fois raconte quelque chose et essayer d'être marrant. Et je venais de Bonjour Tristesse, donc je ne pouvais pas laisser complètement le terrain politique. Et puis moi, je vis beaucoup l'art comme une vengeance premier degré, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup l'art pour me rembourser des gens qui me font du mal dans la vie. Du coup, les politiques étaient prioritaires par rapport à ça. Mais je voulais pas faire un spectacle fermé et que sur la politique. Donc en vrai, je parle de politique au début. Mais après, je voulais parler de nous, pourquoi on se lève pas contre les politiques et qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui fait qu'on se lève pas contre ces chiens, tout ça. Et du coup, voilà, en gros, la révolution, c'est un peu le prétexte. Ça me permet d'insulter les derniers politiques, ou du moins de les vanner de manière un peu poussée. Et après, de nous questionner, nous, et de vanner les contrôleurs, les racistes, les homophobes, tous les gens qui participent un peu, les médias, tous les gens qui participent un peu à diviser notre société. Alors ouais, pourquoi je vanne pas les gens dans ma salle? Parce que moi, c'est comme je dis au début du spectacle, pour moi, les gens, ils viennent pour te donner de la force, et toi, tu leur prends leur confiance en eux. Donc voilà, j'ai pas été éduqué comme ça. Après, je juge pas les humoristes qui le font. En vrai, moi, ça m'amène plus à réfléchir un peu au terrain sadomaso du public, qui est capable de se revendre des places x10 au premier rang pour se faire traiter leur grand-mère les putes. Et ça, humainement, je le comprends pas difficilement, mais tant mieux si ça marche pour certains. Et vu que moi, en vrai, je suis aussi extraverti, mais j'ai un terrain de timidité à la base, et que c'est une règle un peu basique dans la vie d'essayer de pas faire aux autres ce que j'aime pas qu'on me fasse. Du coup, ça part un peu de là. Moi, quand je suis dans un théâtre, quand je suis en train de regarder une pièce, tu m'interpelles, genre tu me fais vivre un cauchemar premier degré, donc j'ai pas envie d'infliger ce cauchemar aux autres. Donc à moins de se faire très remarquer, je te laisse tranquille dans ma salle. Parce que quand je crie sur ma caméra, en fait, le prisme narratif, il est un peu différent. C'est comme si je crie pour les gens. Les gens, ils ont l'impression que je crie pour eux. Mais quand tu es dans une salle de théâtre, si tu es face à moi et que je te crie dessus, juste je te crie dessus. Et mon but, ça m'arrive, mais c'est rarement de crier sur les gens. C'est beaucoup plus d'éveiller et de nous faire comprendre qu'on vit des choses similaires qui nous sont infligées par les politiques ou du moins par les puissants. Et du coup, voilà, je crois que ça aurait été complètement contre-productif et insupportable. Parce que déjà, les vidéos de 10 minutes Bonjour Tristesse, faut les manger en termes d'énergie. Du coup, dans une salle, en vrai, en physique, je crois que ça aurait été insupportable pour tout le monde, pour les gens en premier lieu. Et même pour moi, je n'ai pas envie de vous crier dessus, moi. J'ai envie qu'on rigole. Ce qui m'a donné envie de faire cette série, c'est que je trouvais que ça manquait beaucoup. Je voulais faire une série sur le storytelling, parce qu'en France, il n'y en avait pas, et c'est quelque chose qui me fascine, parce que nous, en banlieue, mais en vrai partout ailleurs, il y a toute une période dans la jeunesse où on s'ennuie beaucoup, donc on fait des conneries, mais on passe encore plus de temps à se les raconter pour se divertir le temps qu'on a à ne rien faire, ce qui est quand même l'essentiel de notre temps. Du coup, je voulais rendre un petit peu hommage à tous ces conteurs de banlieue et d'ailleurs. Et pour moi, il y a une forme d'expertise du storytelling, peut-être un petit peu plus en banlieue pour le coup, parce qu'il y a un goût de la vanne qui est prononcé. À force de s'ennuyer, voilà, il y a une manière de devoir se battre pour attraper la parole et pour maintenir l'attention des autres qui est vraiment dans l'essence du storytelling. Et puis surtout, voilà, je trouve qu'il n'y a que des séries de merde qui sont faites sur la banlieue en France. Du coup, pour moi, c'est pas vraiment une série sur les banlieusards, mais c'est le cadre, c'est la banlieue. Et j'avais à cœur de rendre la banlieue comme un lieu un petit peu enviable, parce que moi, je connais que des gens qui ont été heureux d'y grandir. Et dans toutes les fictions françaises quasiment, mais parce que globalement c'est produit et réalisé par des gens qui n'ont pas d'affection et souvent encore moins de connaissances sur le domaine. Mais on fait de la banlieue toujours un endroit où il faut arriver pour quitter au plus vite, où les gens, où des riches viennent sauver des plus pauvres de leur situation de. Alors que moi ça représente pas du tout en plus mon vécu, parce que moi typiquement j'ai grandi en pavillon en banlieue parisienne, mais via l'impro, le foot, je me suis retrouvé à beaucoup traîner avec des mecs de cité. Et c'est un endroit où, d'une, on rigolait beaucoup, où on en avait des bonnes, et où même quand on se retrouvait dans des cadres un peu plus bourgeois, au début il y avait une petite appréhension, mais en vrai très souvent à la fin de la soirée, c'était les bourgeois qui étaient en train d'écouter nos anecdotes parce que c'était marrant et qu'on les racontait de manière marrante. Et après je voulais aussi mettre en avant des comédiens, parce que vu que je viens du cinéma indé à la base, j'avais à cœur de mettre à l'écran des comédiens que je sais très bons et que la fiction française ne met pas en avant, parce qu'ils se donnent du pain à 20, là, et la plupart ils sont nuls, ils représentent aucune humanité que nous on connaît ou aucun humain qu'on connaît. Donc j'avais cette volonté-là aussi. Et après, ouais, un bon 90% des histoires sont vraies. J'en ai été le héros ou le témoin. Et il y en a une ou deux qui sont ou des légendes urbaines, c'est-à-dire des histoires que
plusieurs personnes racontent en disant c'est arrivé à ma cousine, sauf que ça n'a pas pu arriver aux cousines de tout le monde. Il y en a une comme ça, il y en a une qui est tordue. Après voilà, les choses elles sont romancées, elles sont tordues, mais ouais, il y a un bon 90% de vrai dans Narvalo. Macron, c'est l'enfer sur terre. À chaque fois, on croit qu'on a atteint le pire, et bah non, c'est de pire en pire. Du coup, là, il y a un pont d'or pour le Front National pour les prochaines élections. Après, de toute manière, la 5ème République, ça marche plus. Parce que depuis que Mitterrand il a compris qu'il suffit d'avoir le Front National au second tour pour être réélu, bah, c'est plus une démocratie. En fait, c'est une élection qui se joue tout au premier tour et le second tour n'a plus de sens. Donc, puis même le modèle de la 5ème République, il a été fait pour un mec comme De Gaulle et pas pour d'autres politiques de base. Déjà. Et après, non, c'est affligeant. L'impunité elle est de plus en plus grande et ils se foutent de notre gueule. Quand on voit le peu de travail qu'ils font, par exemple, pour lutter sur l'inflation, je prends qu'un exemple, alors que la grande distribution en profite très largement pour augmenter ses marges et qu'en même temps, ils essaient de se faire voter des lois pour s'augmenter leurs frais de bouche. Moi, je trouve le peuple français calme. Je pense que bientôt, il n'y aura pas d'autre chemin que la violence parce que les autres chemins démocratiques auront été épuisés. Que les rares chemins de démocratie directe, à savoir la manifestation, sont de plus en plus réprimés et on criminalise ce qui est à la base l'expression de la démocratie directe. Et voilà, ils se foutent de notre gueule. Ça va mal tourner un jour pour eux et je leur souhaite. Enfin, j'ai pas peur de le dire et puis moi, c'est enfin, j'ai pas envie d'avoir peur. Je sais pas comment expliquer, encore moins en étant artiste. Mais après, c'est vrai que bah, je me suis jamais senti trop proche des gens qui disaient qu'on était en dictature avec Macron. Je trouve qu'on commence à en ressentir les prémices. Et surtout en voyageant un peu, dans des pays étrangers qui sont assimilés à des dictatures, qui sont des dictatures pour la plupart, je commence à trouver la frontière de plus en plus poreuse entre la vraie dictature et la fausse démocratie. Parce que la vraie dictature, au moins, ils savent où ils sont. Donc quand le peuple il a une galère, bah, ils font peuple, ils ont l'habitude de s'entraider, de faire des choses, tandis que nous, on a complètement désappris en France. Du coup, la fausse démocratie, c'est vraiment un truc vicieux où les gens ont le sentiment d'aller mettre un bulletin dans une urne qui va valoir le même bulletin que le mec qui est complètement mangé par la propagande, et on est 60 millions et beaucoup sont mangés par la propagande. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un effet, ouais, peut-être à long terme, potentiellement encore plus vicieux, ou du moins, en tout cas, le peuple prend même plus le temps de s'organiser avec lui-même pour se rendre la vie plus supportable, parce qu'il attend encore d'un État-providence qui n'existe plus du tout et qui fait pire, à savoir qui met la tête des pauvres plus bas que là où elle n'est déjà. Donc par contre, ouais, j'ai plus l'impression du tout d'être en démocratie depuis peu. Et puis ça y est, je trouve le jeu trop pipé. Alors qu'il y a 10 ans, voilà, j'ai une formation politique, je m'intéresse à la politique depuis que j'ai 8 ans. Et il m'arrivait de parler avec des anciens qui me disaient « Ah, je t'inquiète, t'arrêteras de voter, tu comprendras pourquoi, c'est tout pipé ». Et je comprenais pas pourquoi ils me disaient ça. Et en vrai, moi, j'ai arrêté de voter il y a 3 ans et je voterai plus jamais à part pour une liste citoyenne ou pour un citoyen qui se présente. Depuis le 7 octobre, enfin malheureusement, je porte un regard depuis bien plus longtemps sur Gaza que depuis le 7 octobre. Et je trouve que c'est un point important parce que justement, c'est beaucoup une réécriture actuelle de l'histoire de vouloir faire commencer le conflit au 7 octobre alors que les Palestiniens sont terrassés depuis des décennies. Après là, on a passé une bascule parce que enfin, je dis une bascule, mais ça a déjà été le cas dans les années précédentes. Les manifs palestiniennes avaient été interdites par Manuel Valls, elles ont toujours été criminalisées au nom d'un pseudo-antisémitisme que l'on n'a jamais vu dans les manifs palestiniennes. Non pas qu'il n'existe pas l'antisémitisme, il existe, il augmente comme tous les racismes à mon avis en ce moment, et il faut lutter contre. Mais c'est vraiment le dernier endroit où j'en ai vu, moi, c'était dans les manifs pour la Palestine. Et ça a un effet complètement pervers parce que d'une, c'est mélanger les choses. Enfin, encore une fois, moi, c'est parce que voilà, j'ai été à l'école républicaine, j'ai été éduqué, j'ai lu des livres, et je vois bien qu'il y a un État criminel qui massacre un peuple, et que c'est purement factuel, et que ça n'a pas commencé le 7 octobre, que des Palestiniens tués, des Palestiniens innocents tués, il y en avait tous les mois des dizaines, voire des centaines, qu'à chaque ramadan, il y a des provocations de la part d'Israël en Palestine, que tout simplement, le projet de Netanyahou, c'est l'éradication de la Palestine et l'installation des Israéliens là-bas. Et la dinguerie française, c'est notre accès à l'information sur ce sujet-là, parce que même en Israël, ils sont beaucoup mieux informés sur le sujet. C'est-à-dire qu'il suffit de traduire Netanyahou pour comprendre l'état de son projet. Et si on dit un quart de ça en France, on est taxé d'antisémitisme, ce qui est absolument insupportable humainement et intellectuellement aussi d'ailleurs, et contre-productif. Donc voilà, il y a un projet fasciste qui est à l'œuvre là-bas. Là, on en est à plus de 20 000 femmes et enfants assassinés. Et ça ne met pas tous les cœurs d'accord, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et qui me blesse beaucoup, donc pas à la hauteur de la tristesse qu'inspire la mort de ces dizaines de milliers d'innocents, mais il y a vraiment un truc là de rupture morale qui s'opère entre des hommes, nous notamment sur le territoire français, qui est assez effarant, quoi, et vraiment à grands coups de manipulation médiatique. Là, il y a eu un article récemment, parce que Arrêt sur Image a enfin fait le boulot de calculer sur les JT, en gros sur 29 heures de JT, TF1, France 2, il y a 5 minutes qui sont accordées au sujet des Gazaouis. Et c'est juste ça, voilà, c'est factuel. C'est ce degré de propagande qu'on a en France.
c'est 5 minutes sur 29 heures de JT, alors qu'il y a plus de 20 000 morts de femmes et d'enfants d'un côté et 1200 morts de l'autre. Donc, ouais, c'est excessivement grave ce qui se passe parce que c'est un génocide. Je crois que depuis les années 2010, quand même, l'ONU elle parle d'épuration ethnique, mais là, ça fait quand même quelques années, et surtout depuis 7 octobre, où ça ressemble de manière très flagrante à un génocide. Et le fait qu'il n'y ait rien qui se passe et qu'en plus, on soit taxé d'antisémitisme quand on a le cœur de s'en indigner, ce qui devrait être le minimum de cœur d'à peu près tout le monde, c'est assez effarant et c'est très inquiétant. Voilà. Et c'est contre-productif pour tout le monde et pour toutes les communautés en France. Pour moi, un artiste, il est artiste pour être plus libre que les autres. Donc, il doit montrer l'exemple en matière de liberté. Et des fois, cette liberté, c'est apparemment à notre époque, exprimer sa solidarité devient un marqueur de liberté, mais c'est parce que notre époque est affligeante. Mais sinon, non, pour moi, l'artiste, il est là beaucoup plus pour questionner les limites et pour lui explorer une liberté que les autres humains ont des fois plus de difficultés à emprunter. C'est plus en cette matière, pour moi, qu'il doit faire exemple. S'il doit faire exemple de quelque chose, parce que là-bas, il est artiste pour s'en foutre. Donc, c'est ce que je pense. Ouais, la musique, ça m'attire. Après, moi, c'est souvent l'écriture qui m'amène à des nouveaux domaines artistiques. Et après, en fait, ce que j'écris, il n'y a que moi qui peux l'interpréter, donc je l'interprète. Mais du coup, j'apprends l'art en question. C'est comme Narvalo, j'ai jamais rien réalisé ni écrit en termes de fiction avant de faire Narvalo. Et la musique, c'est un peu particulier parce que ça me fait écrire. En vrai, ça se voit pas, mais je suis plutôt pudique comme garçon. C'est-à-dire que tu manges les 1500 minutes de Bonjour Tristesse, tu manges tous les épisodes de Narvalo, et encore à Narvalo, il y a un petit peu plus d'intime, où tu manges mon spectacle, tu as beaucoup d'anecdotes, tu comprends beaucoup ma sphère idéologique, mais tu sais rien de moi vraiment à titre intime. Et du coup, la musique, ça me casse vraiment une barrière de pudeur, donc ça me fait écrire sur des trucs plus émotifs, voilà, la mélancolie, l'amour, la mort, l'amitié, les déceptions. Et du coup, c'est ça qui fait que j'ai un plaisir à écrire, parce que ça m'amène vraiment à une écriture différente. Et après, du coup, bah voilà, comme c'est moi que je raconte, je suis obligé de l'interpréter moi-même. Et du coup, entre-temps, je commence à apprendre à rapper, quoi, et à chanter doucement. Et j'ai mis tellement de temps, vu que l'album, je l'ai signé en 2017 et que j'ai toujours rien fait, qu'à force de ne rien faire, tu apprends, sache-le. Le cinéma, ouais, j'aimerais bien. Moi, le cinéma, en plus, j'ai un petit truc d'ego. Alors que les autres arts, franchement, c'est pour le plaisir que j'y vais. Enfin, le cinéma, ce sera aussi pour le plaisir, parce que je ne sais rien faire sans plaisir. Ça me coupe toute création artistique. Mais le cinéma, j'ai une petite boule contre eux. Vraiment, c'est un domaine que j'aimerais bien baiser, alors que les autres domaines, encore une fois, c'est de manière plus ludique que je les appréhende. Parce que je viens vraiment d'un cinéma indé des années 2010, où, notamment avec un film qui s'appelait Donoma, qui a eu le prix Louis Deluc, alors qu'on l'a réalisé avec 0 €. On est parti à Cannes, on a été sélectionné dans 30 festivals. Je jouais dedans et j'ai rejoué dans un autre film qui a eu le prix du meilleur long métrage au Festival de Los Angeles, avec un re-réalisé avec 0 €. Donc en gros, au moins 2 fois en tant qu'acteur, on a fait l'impossible et on a vu que ça ne servait à rien. Parce que en fait, le cinéma, il y a un plafond de verre, il y a plusieurs plafonds de verre, mais c'est vraiment un sérail très particulier de gens qui se gardent un gâteau avec une médiocrité assez continue, parce que c'est l'enfer, le cinéma français. Et du coup, ouais, pour moi, il y a un vrai truc de lutte des classes au cinéma que ça me ferait plaisir de venir bousculer. Donc voilà, donc là, je suis en train d'écrire mes longs métrages et on verra. Venez au spectacle, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches au République. Regardez Narvalo si c'est rigolo, ça fait plaisir, une série sur la banlieue rigolote. Et surtout, il y a plein de bêtes d'acteurs, vous verrez plus de bons acteurs en une saison de Narvalo qu'en un an de cinéma français, ça c'est mon engagement. Et je vais faire le dernier Bonjour Tristesse bientôt. Et pour la musique, mon nom c'est Mathéos. Voilà, Mathéos, parce que j'aime bien changer de nom à chaque fois, comme ça c'est pas stratégique.